C'est avec beaucoup de plaisir qu'on accueille ce soir au CCLJ Jean-Paul Kimonio, qui vient nous présenter son nouveau livre, Rwanda demain, une longue marche vers la transformation. C'est un livre qui est paru aux éditions Cartala en octobre 2017 et qui retrace l'épopée du FPR et l'édification du nouveau Rwanda depuis 1994. Alors Jean-Paul est historien de formation, politologue, il est conseiller à la présidence du Rwanda. Il n'en est pas à son coup d'essai puisqu'en 2008, il a déjà écrit un ouvrage de référence sur le génocide des Tutsis au Rwanda qui s'appelle « Rwanda, un génocide populaire », paru aussi aux mêmes éditions Cartala. Et ce livre reprend en fait la thèse de doctorat que tu as soutenue en 2003 à l'Université du Québec à Montréal. Et pour commencer de manière un peu directe, j'aimerais bien te poser la question de savoir pourquoi tu as décidé de t'intéresser à cette thématique précise et à ce moment-ci de ton parcours. Merci Florence. Merci à tous ceux qui ont permis à ce qu'on se rencontre ce soir. Puis merci à vous tous d'être venus ce soir. Il fait froid, il est tard. Et ça fait plaisir de voir des gens qui s'intéressent à discuter de façon un peu approfondie par rapport à la question du Rwanda. Alors, la raison pour laquelle j'ai écrit ce bouquin, c'est que j'ai senti un manque dans l'analyse de ce qui se passait au Rwanda. La plupart d'entre vous, je suis sûr, vous suivez un petit peu ce qui se passe, ce qui se passe au Rwanda, mais aussi ce qu'on dit par rapport à l'évolution du pays. Et il y a une vision très manichéenne de la situation au Rwanda. Soit alors c'est très aérographique, extrêmement aérographique, ou alors c'est extrêmement négatif et critique. Mais dans l'un et dans l'autre, la compréhension de ce qui s'est passé depuis 1994 manque cruellement. Ainsi, par exemple, pour les spécialistes, un petit peu, c'est souvent des petits articles qui sortent et par rapport à un point en particulier, et les gens vont agrandir un petit peu le propos en disant qu'ils sont en train de parler de la reconstruction du Rwanda. Or, la reconstruction du Rwanda, à mon sens, je l'ai étudié de façon un peu professionnelle, comme un chercheur en sciences sociales, mais je l'ai aussi accompagné. Et en l'ayant accompagné de façon très particulière depuis 1996, elle est beaucoup plus riche et complexe que ce qu'en disent beaucoup de gens, que ce soit les turiféraires ou alors même que ce soit les critiques. Un des problèmes qui se pose quand on parle de la reconstruction du Rwanda, c'est qu'on ne parle que du génocide. À savoir que la plupart des gens qui parlent de la reconstruction semblent dire que la reconstruction du Rwanda découle directement du génocide. Moi, je suis de ceux qui pensent que la reconstruction a été un succès, mais on va revenir dessus un petit peu, très rapidement, pour savoir si ça a été un succès ou pas. Il y a des éléments tangibles pour le montrer. Et certains disent que ça a été un succès même assez spectaculaire. Et je pense qu'aujourd'hui, même les critiques s'accordent à dire que c'était un succès spectaculaire, même si après ils ont des réserves sur d'autres éléments du processus de reconstruction. Mais maintenant, comprendre comment est-ce que ce pays-là, qui était complètement anéanti en 1994, est arrivé à la reconstruction qu'on a vue et qu'on est en train de voir, ça interpelle et ça demanderait de faire une recherche et d'apporter des réponses un peu plus approfondies que celles qu'on nous sert d'habitude. Alors, comme introduction, je voudrais poser une question. C'est la question de savoir si la reconstruction du Rwanda a été un succès ou alors c'est l'échec retentissant que certains décrivent. Il y a un certain nombre d'indicateurs qu'on peut prendre pour juger l'un ou l'autre. On peut prendre la stabilité politique depuis 2000, depuis la fin de la guerre dans le nord du pays. Le pays est complètement stable, est complètement pacifié. On peut utiliser des indicateurs socio-économiques. La richesse des Rwandais ou le revenu par tête d'habitant s'est multiplié par 3 depuis l'an 2000. Donc on peut utiliser un certain nombre d'indicateurs comme ça qui montrent très clairement qu'il y a un succès très important. Mais maintenant, les critiques vont dire qu'il y a des violations de droits de l'homme, qu'il n'y a pas de liberté et d'autres éléments de ce type-là.
Moi, le critère qui m'intéresse le plus pour évaluer le succès du processus de reconstruction, c'est le taux de rentrée des réfugiés. En 1994, il y avait environ 1 300 000 réfugiés à l'extérieur du pays. Une grosse partie d'entre eux sont rentrés en 1996 avec la fermeture des camps au Congo. Et ensuite l'autre partie est rentrée à partir de 2002 avec la fin de la guerre au Congo. Et donc, la plupart des réfugiés sont rentrés entre 2002 et 2012. Mais entre 2002 et 2012, entre 2002 exactement et 2009, il y avait Gacaca. Gacaca était un processus extrêmement dur pour les populations, surtout à la base. Un peu moins à Kigali parce que les gens sont plus nombreux d'une part, ils viennent de beaucoup d'endroits et se connaissent un petit peu moins. Mais sur les collines, ça a été un processus extrêmement dur pour les uns et pour les autres. Et voir que des dizaines de milliers de gens, même des centaines de milliers de gens sont rentrés malgré ce qui se passait à Gacaca, pour moi c'est un indicateur fort. Et cet indicateur-là, donc le taux de rentrée des réfugiés, pour moi une espèce de vote par les pieds. Si on devait croire les critiques qu'on entend sur le processus de reconstruction, je ne vois pas comment est-ce que les gens rentraient aussi massivement. Et les gens, pour rentrer massivement, ne sont pas rentrés d'un coup. Ils ont fait ce qu'on a fait des clemency, donc le gouvernement a fait des missions clemency dans différents camps de réfugiés, dans différentes villes, dans différents pays aux alentours et au-delà, pour essayer de convaincre les populations de rentrer. Et ce que faisaient ces groupes de réfugiés, c'est qu'ils envoyaient en général des représentants qui passaient un certain temps au Rwanda et ensuite rentraient chez eux pour expliquer aux gens qui les avaient envoyés qu'est-ce qui se passait au Rwanda. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des réfugiés rwandais sont rentrés au Rwanda. Pour moi, ça c'est le critère de succès le plus important. D'une part, et d'autre part aussi, montre qu'il y a quelque chose de... je vais peut-être utiliser un terme en anglais, il y a quelque chose de healthy, quelque chose de sain qui se passe au Rwanda, quelque chose et qui parle à ces populations-là, alors que d'autres pays en Afrique sont producteurs d'immigrés ou de réfugiés, le Rwanda fait rentrer plutôt ces réfugiés Mais ça, c'est par rapport aux réfugiés seulement et souvent des paysans. Mais même au niveau des classes éduquées et des classes professionnelles aussi, le Rwanda est le pays qui ramène le plus de professionnels au pays. Et pas seulement rwandais, mais aussi d'autres nationalités africaines. Donc ce retour massif, parce que c'est bien ça dont il s'agit, des réfugiés au Rwanda, pour moi, c'est le principal critère de succès de ce pays-là. Surtout qu'il faut mettre ça un petit peu en perspective, parce que une des plaies que le Rwanda a eues depuis 1959, ça a été justement que le peuple rwandais avait été profondément divisé, avec une partie de sa population qui était à l'extérieur du pays, d'une part, et à l'intérieur, bien sûr, avec la discrimination. Mais c'est la première fois depuis 1959, en fait, que l'ensemble de la population rwandaise se retrouve sur le territoire rwandais. Et pour moi, c'est un succès. Et ce succès-là, avec les conditions de départ, celles de juillet 1994, demande qu'on explique un petit peu comment est-ce que cela a été possible. Je vais parler de la gestation des ambitions transformatrices du FPR en exil. Je vais parler du processus de transformation, des étapes du processus de transformation, de l'avènement du nouveau Rwanda, et ensuite je vais terminer en posant quelques questions prospectives par rapport à l'avenir. Quand on voit le processus de reconstruction et qu'on met le processus de reconstruction en relation avec le génocide, une des choses qui frappe par rapport au Rwanda, c'est que le FPR, parce que je vais parler du FPR, c'est lui le principal agent du processus de reconstruction, pas parce que c'est le plus puissant, pas parce que j'en fais partie, je suis très clair aussi par rapport à ça, mais simplement c'est parce que c'est l'agent le plus important dans le processus de reconstruction. Et donc, je vais beaucoup parler de lui, même si je vais aussi parler un petit peu des autres partis politiques ou des autres forces politiques, mais je vais parler essentiellement du FPR parce que c'est vraiment l'agent principal. Et il devrait être imputable aussi bien des succès que des échecs éventuels.
Donc en fait, ce qui est assez remarquable, c'est que le génocide, le FPR a réagi au génocide de façon très particulière. Plutôt que de s'effondrer, plutôt que d'avoir une espèce de pays failli, comme beaucoup de gens le prédisaient au lendemain du génocide, le FPR, tout de suite, très rapidement, a eu une ambition transformatrice du pays, une ambition de reconstruction extrêmement rapide. Tellement rapide que quelquefois même ça avait choqué un certain nombre de gens, notamment un certain nombre de rescapés qui eux n'étaient pas dans cet état d'esprit, bien entendu, à la veille du génocide. Mais très rapidement, les leaders du FPR ont dit très bien, ceci vient de se passer, mais on doit reconstruire très vite. Maintenant, il faut d'une part. D'autre part aussi, cette ambition transformatrice aussi, hein, on la sent depuis le premier jour, donc depuis le 4 juillet 1994, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il faudrait pouvoir situer cette ambition transformatrice et voir d'où elle provient. Et cette ambition transformatrice hein, est totalement consubstantielle aux conditions de vie des réfugiés rwandais à l'époque, dans les années 70 et les années 80 en particulier. Pour faire un rappel rapide, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes un peu au courant de cela, après la révolution de 59, la révolution entre guillemets de 59, il y avait des centaines de milliers de Rwandais qui étaient disséminés dans les pays voisins. La première génération de réfugiés, donc nos parents, certains étaient des activistes, d'autres étaient simplement des paysans, ou même d'autres gens, se sont organisés pour essayer de rentrer au Rwanda politiquement et militairement. Il y a eu notamment des attaques des Inyenzi au début des années 60 qui ont été un désastre total. Les attaques étaient très mal organisées et chaque fois qu'il y avait des attaques, en fait, le régime de Kayibanda à l'intérieur en profitait pour faire des pogroms et même des actes de génocide contre les Tutsis restés à l'intérieur. Et après l'attaque la plus importante qui avait eu lieu en décembre 1963, les réfugiés de façon générale ont demandé aux activistes d'arrêter ces incursions-là parce qu'elles étaient contre-productives. Et à partir de ce moment-là, les communautés rwandaises qui étaient totalement mobilisées pour rentrer au Rwanda rapidement, il y avait même des disputes au niveau des réfugiés parce que certains voulaient cultiver, ils disaient non, il ne faut pas cultiver, si vous cultivez, ça veut dire qu'on ne va pas rentrer. Donc il y avait une certaine tension dans les communautés entre ceux qui voulaient rentrer absolument et ceux qui disaient bon, essayons quand même de nous adapter là où nous sommes. Et les réfugiés ont été reçus dans des conditions effroyables. En fait, il n'y avait rien qui était prévu pour les recevoir, que ce soit au Congo, que ce soit en Ouganda, que ce soit en Tanzanie, que ce soit au Burundi. En général, ils ont été parqués dans des endroits, parce que la région est assez surpeuplée. Donc on les a parqués dans des endroits où il y avait des bêtes sauvages, où il y avait la mouche tsetse. En fait, des endroits où il n'y avait pas d'habitation humaine. Et en fait, souvent, l'installation des réfugiés servait comme outil pour faire régresser la mouche tsetse. Et donc, ils ont vécu dans des conditions extrêmement difficiles. Certains sont morts de faim, certains ont été dévorés par des animaux. Et donc, ça a été un exil extrêmement difficile. En fait, les structures de réception des réfugiés qui sont développées par la suite n'existaient pas. Et en fait, la crise des réfugiés rwandais des années 60 a été la première crise à laquelle le HCR a fait face en Afrique. Et le HCR, à l'époque, était complètement démuni par rapport à cette question-là. Et donc, ils ont été reçus par les autorités locales et certaines organisations humanitaires. Et une fois que l'activisme militaire et politique a été mis de côté, les réfugiés se sont concentrés sur la survie, leur propre survie et celle de leurs enfants. Et en fait, à la fin des années 60 et au début des années 70, et même, je dirais, durant toutes les années 70, le retour rwandais n'était plus à l'ordre du jour du tout. Et ça, c'était quand nos parents étaient encore en charge plus ou moins de nos communautés. Mais maintenant, il y a une seconde génération qui est montée par la force des choses, une génération qui est soit née au Rwanda, mais grandie à l'extérieur, ou la plupart d'entre eux sont même nés à l'extérieur. Et c'est ce que moi j'appelle la seconde génération des réfugiés. Il y a une chose qu'il faut voir aussi quand même, c'est que les réfugiés rwandais à l'époque, certains se sont très bien débrouillés dans les pays limitrophes. Au Congo, ils étaient... c'est là où l'élite intellectuelle réfugiée
s'est retrouvé. Ils étaient dans des grandes entreprises, étaient de hauts fonctionnaires de l'État, et le chef d'État, pas l'état-major, le chef du cabinet du président Mobutu, par exemple, était un réfugié rwandais pendant de très longues années, et ce monsieur-là avait assumé sa fonction avec beaucoup d'autorité, et donc les réfugiés rwandais au Congo, une partie d'entre eux, étaient très très bien. Il y avait des différences entre les pays, dans les différents pays. Au Burundi, c'était un peu moyen, il y a une grande pauvreté dans les camps et dans les quartiers populaires. En Tanzanie, ça s'est mieux passé, même si au début c'était difficile, mais ils étaient plutôt des paysans, très peu ont été dans les grandes villes et tout. Et l'endroit où la situation des réfugiés a été la plus dure, le plus longtemps, a été l'Ouganda. Mais de façon générale, partout dans chacun des pays, la situation, pour une frange des réfugiés, la situation était très difficile. Et donc la seconde génération de réfugiés essaie d'étudier, parce que une des caractéristiques aussi particulières des communautés réfugiés, c'est qu'ils investissaient beaucoup dans l'éducation de leurs enfants. Ils espéraient que leurs enfants pourraient s'en sortir. Un certain nombre de ces réfugiés, quand même, la très grande majorité étaient des Tutsis, et de façon traditionnelle, les Tutsis n'aiment pas trop travailler la terre, et là où ils étaient, ils avaient très peu de bétail, donc ils étaient obligés de travailler la terre, et une des obsessions de beaucoup de parents, c'était de faire en sorte que leurs enfants quittent le travail de la terre. Et cette seconde génération monte, et au niveau des années 80. Et les années 80, c'est la décennie d'une très grosse crise économique et sociale en Afrique, de façon générale. Dans tous les différents pays, il y a les programmes d'ajustement structurel. Et donc, les petits arrangements, que la première génération avait pu donner à leurs enfants se sont complètement estompés, et la situation est devenue extrêmement difficile, et même pour la survie. Mais pas seulement pour la survie aussi, mais surtout l'avenir est débloqué. Ça veut dire qu'il y avait, et une des caractéristiques aussi, c'est que la seconde génération de réfugiés était aussi très nombreuse, parce qu'ils avaient quand même réussi à survivre et à se multiplier. Et donc cette génération se trouve devant un mur, sans aucune perspective d'évolution à l'intérieur du pays. L'intégration qui avait commencé avec la première génération avec la crise économique de l'époque s'est fermée, et les perspectives d'avenir dans l'un et l'autre pays se sont complètement fermées, d'une part. Mais d'autre part aussi, la montée de la xénophobie, et d'une xénophobie même violente, de plus en plus violente dans l'ensemble des pays. Il y a eu d'abord en Ouganda, c'est là où ça a été le plus important, avec les attaques de l'UPC et de président Obote qui a voulu renvoyer les réfugiés rwandais au Rwanda, et qui l'a fait en partie. Et à ce moment-là, il y a eu des pogroms, les réfugiés ont été parqués dans des camps à l'intérieur du Rwanda, dans des régions très insalubres, avec très peu d'aide. Et à ce moment-là aussi, c'est là où il y avait en même temps la guerre de Museveni, et c'est en fait ces exactions contre les réfugiés qui ont poussé beaucoup de réfugiés rwandais à aller soutenir Museveni. Toujours est-il que la fin des années 80, on sent dans l'ensemble des communautés réfugiées, qu'elles soient dans la région ou même à l'extérieur, en Belgique, au Canada, en France, en Suisse, la montée d'une conscientisation. Mais la première étape de cette conscientisation-là est venue d'abord par les activités culturelles. Les activités culturelles menées notamment par les femmes. Les groupes de danse, les groupes de chant, un certain nombre de troupes. Bruxelles a été un haut lieu de cette activité-là. Et en fait, ce qui se passait, c'est que c'était une deuxième génération de réfugiés qui a senti une angoisse, l'angoisse de perdre son identité culturelle. Et spontanément, un certain nombre de jeunes ont commencé à s'organiser pour revendiquer cette identité culturelle-là. Mais en même temps qu'il y avait ce réveil culturel-là, il a commencé aussi à avoir un réveil politique avec la formation de petits groupes, de groupuscules politiques, et qui cette fois a repris la question de leurs parents, que leurs parents avaient laissé en suspens, la question du devenir de leur communauté. Et de façon générale, de façon autonome, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas encore bien reliés les uns aux autres, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. De façon autonome, les différents groupuscules politiques sont revenus avec des idées assez semblables. Et l'idée semblable, c'était celle-ci, c'était qu'il fallait le droit au retour au Rwanda.
même si tous on n'allait pas rentrer physiquement au Rwanda, il fallait qu'on ait le droit au retour au Rwanda si un réfugié en a besoin ou alors s'il est même persécuté. Et ça a été comment on appelle ça, la demande minimale qu'ils ont présentée, notamment au gouvernement Habyarimana. Il n'y a jamais eu de dialogue direct avec le gouvernement Habyarimana, mais le gouvernement Habyarimana était très au courant de toute cette effervescence politique qui commençait à se faire jour. Et en 1986, en juin 1986, le gouvernement Habyarimana sort une position, la position du MLND, donc le parti au pouvoir à l'époque, sur la question des réfugiés. Et cette position-là dit que le Rwanda est trop petit et que les réfugiés ne peuvent pas rentrer. Mal lui en pris parce que cette déclaration aussi péremptoire a été presque la flamme qui a allumé le feu. En fait, jusqu'à présent, le Rwanda était ambivalent. Il y avait un silence complet entre le gouvernement rwandais et les réfugiés, qui l'ignorait complètement, ou alors qu'il manipulait, qu'il agressait à travers un certain nombre de manipulations qu'il faisait. Mais sinon, il n'y avait pas de dialogue. Alors, c'est la première fois que ma génération à l'époque, on reçoit cette fois une position claire. Parce que ce n'était pas clair. En même temps, il permettait à un certain nombre de gens de venir au Rwanda, certains de réfugiés d'ailleurs, de venir au Rwanda, mais c'était en général des manœuvres pour diviser les communautés réfugiées où elles étaient. Et par exemple, les gens qui s'en sortaient bien, qui avaient terminé leurs études, ou alors qui avaient un bon travail, ou alors des hommes d'affaires importants, ils leur donnaient le passeport et un laissez-passer pour venir au Rwanda comme ils voulaient. Mais en fait, c'était des manœuvres pour diviser les réfugiés, parce qu'ils sentaient qu'il y avait une revendication qui commençait à se faire de la part des réfugiés. Et à ce moment-là, parmi ces différents groupes, il y a un groupe qui s'est formé à Nairobi, même parmi les premiers d'ailleurs, qui s'appelle la RANU, qui a été un peu l'ancêtre du FPR. Et la RANU, qui était installée à Nairobi, une autre branche à Kampala, était constituée de révolutionnaires. Et ces révolutionnaires-là ont commencé à faire d'abord un inventaire de la situation politique des réfugiés et de la politique du Rwanda, ont pris un certain nombre de positions, et parmi les positions, c'était qu'il fallait rentrer au Rwanda. C'était la position, l'objectif principal. Mais il ne fallait pas seulement rentrer au Rwanda. Finalement, ils ont tourné, et ça, ce n'était pas seulement la RANU qui l'avait, hein. Même différents groupes aussi avaient pris cette position-là. C'est une position assez intéressante, de dire que le combat de la RANU, ou le combat de ces organisations-là, n'est pas un combat de réfugiés. C'est un combat de transformation du Rwanda. Ça veut dire qu'ils disaient que la question des réfugiés n'est que la conséquence des problèmes politiques qui existent au Rwanda. Et ils mettaient sur le même pied la question des réfugiés, la question de la discrimination ethnique et régionale qui existait à l'époque, mais aussi la question aussi du sous-développement et de l'extrême pauvreté qui sévissait au Rwanda. Et donc la RANU a mis ces différents problèmes ensemble et a dit que ce que le Rwanda avait besoin et ce pourquoi le RANU allait se battre, c'était la transformation du Rwanda. Et dans la transformation du Rwanda, la première étape, ce serait de transformer l'identité politique de ce pays-là, à savoir que ce soit un pays qui ne soit plus basé sur des ethnies, mais soit basé sur une citoyenneté universelle des Rwandais. Et donc, très rapidement, la RANU a pris des positions profondément transformatrices. Et ensuite, et maintenant, il y a un phénomène un peu parallèle de politisation qui s'est fait, mais cette fois au niveau des militaires rwandais qui étaient dans la NRA. Museveni a pris Kampala avec environ 14 000 combattants, et dans les 14 000 combattants, il y avait environ 4 000 Rwandais réfugiés, et qui, en général, étaient parmi ces combattants les plus aguerris et parmi les commandants de ces unités. Mais maintenant, une chose intéressante aussi qu'a fait Museveni, c'est que Museveni aussi avait un mouvement révolutionnaire. Et dans ce mouvement révolutionnaire, il faisait un travail d'éducation politique approfondie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les civils de la RANU ont évolué de façon un peu parallèle avec les militaires de la NRA pour développer cette vision révolutionnaire et transformatrice. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ensuite, là, je vais passer assez vite pour ne pas perdre trop de temps, mais
ce point-ci est extrêmement important. C'est cette vision transformatrice-là qui va permettre en fait au FPR de pouvoir répondre de façon aussi, je dirais de façon aussi dynamique entre guillemets, par rapport au challenge, au défi qu'a posé le lendemain du génocide. Maintenant, il faut essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce que ces ambitions transformatrices étaient aussi profondes au niveau du FPR. Tous les groupes révolutionnaires de l'époque, il y en avait un certain nombre de groupes, certains qui ont pris le pouvoir, d'autres qui n'ont pas pris le pouvoir. Tous les groupes révolutionnaires de l'époque, il y en avait, étaient pour la transformation des États pour lesquels ils se battaient. Mais maintenant, pour l'ARANU et ensuite le FPR, il y avait une dimension particulière qui s'est ajoutée et qui a fait que cette transformation, cette ambition transformatrice était beaucoup plus profonde. Et cet élément-là, je dirais qu'il y a deux éléments en particulier qui peuvent expliquer un peu la profondeur de cette ambition transformatrice. La première, c'est un sentiment de vulnérabilité systémique. Un sentiment de vulnérabilité systémique, c'est quand un groupe politique, ou alors une élite, se rend compte que la société dans laquelle elle vit est dangereuse pour ce groupe-là, pour sa survie. Et en général, à cause notamment des contradictions qui existent dans cette société-là, mais aussi à cause aussi des conditions de vie de cette société-là. Et en général, quand ce groupe-là, qui sont souvent une élite, se rend compte que sa survie est mise en cause par ces différentes contradictions-là, quelquefois, elle prend pour voie de sortie ou réponse à cette situation-là la voie développementaliste. En fait, si l'ARANU et ensuite le FPR a voulu transformer si profondément le Rwanda, ou alors était tellement convaincu de la nécessité d'approfondir, d'avoir une transformation du Rwanda, c'est que depuis là où ils œuvraient, c'est-à-dire à l'extérieur, se projeter à l'intérieur du Rwanda, on ne pouvait pas se projeter à l'intérieur du Rwanda dans un Rwanda tel qu'il existait à l'époque. Il fallait absolument, si on voulait rentrer au Rwanda d'une part, mais si on voulait non seulement rentrer, mais aussi rentrer de façon durable au Rwanda, il fallait que le pays se transforme. Ça, c'est un. D'autre part aussi, même si on vivait à l'extérieur du Rwanda, on connaissait aussi la situation économique, sociale et économique du pays qui était extrêmement indigente. Et personne ne voulait se battre et mourir pour un pays qui est complètement indigent. Donc la question aussi socio-économique aussi était très importante. Donc il fallait non seulement changer les structures mentales et structures politiques du pays, mais il fallait aussi sortir ce pays de la pauvreté. Donc ça veut dire que les membres du RANU et les membres du FPR, en se projetant à l'intérieur du Rwanda, ils se projetaient dans un Rwanda transformé. Et ce qui s'est passé, c'est que quand le génocide a eu lieu, le génocide et la guerre civile, le FPR était prêt, en fait, politiquement et psychologiquement, à reconstruire le pays sur une base profonde. Une des choses qui a frappé les observateurs au lendemain du génocide, c'est justement cette volonté transformatrice. Certains d'entre vous sont suffisamment âgés pour s'en rappeler. Souvent, le FPR a pris des positions assez intransigeantes. Intransigeante parce qu'il cherchait en général à régler un problème en profondeur plutôt que chercher des solutions faciles qui régleraient le problème en surface. Et le FPR était connu pour son intransigeance sur un certain nombre de problèmes. Et parmi ces intransigences-là, par exemple, c'était le fait de l'appropriation des politiques et l'appropriation des projets qui se tenaient au Rwanda, de faire en sorte que ce soit les Rwandais qui mènent ces projets-là.